Et pour parler de tout ça, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Christian Poyot. Bonjour Christian. Bonjour Raphaël Legendre, très bonne année et très bonne année à nos auditeurs. Meilleurs vœux encore à toutes et à tous. Président, directeur général de Micropole, face à vous, Dany Lang. Bonjour Dany. Bonjour, meilleurs vœux. Enseignant-chercheur en économie à Sorbonne Paris-Nord et Léonidas Kalogéropoulos. Bonjour Léonidas. Bonjour et très bonne année. PDG de Médiation et Argument. Alors on va commencer par les bonnes résolutions de cette année. D'abord, si vous avez des questions durant l'émission, n'hésitez pas à me les envoyer sur mon compte X, ex-Twitter. Le compte, c'est legenra, Legenra, @legenra. Je ne manquerai pas de les poser à mes experts durant l'émission. On les attend. Allez, on va commencer par le Venezuela, tout de suite, évidemment. L'enlèvement de Nicolas Maduro fait-il basculer le monde dans une nouvelle ère ? On s'est tous réveillés stupéfaits en ce début 2026. Les États-Unis sont désormais aux commandes du Venezuela, a déclaré cette nuit Donald Trump. C'était dans son avion Air Force One. On l'écoute tout de suite. On a affaire à des gens qui viennent d'être investis. Ne me demandez pas qui est aux commandes, car je vous donnerai une réponse qui sera très controversée. Cela signifie que nous sommes aux commandes. Voilà, Donald Trump vient-il tout simplement de donner le coup de grâce au droit international le coup de grâce, avec l'enlèvement de Nicolas Maduro. Léonidas. est un terme adapté parce que la mort cérébrale de cet ordre mondial, elle est actée quasiment depuis le début des années 2000. L'ONU et le droit international n'ont pas été capables de traiter, de prévenir la moindre des crises internationales auxquelles nous assistons. Et donc finalement, devant l'absence de droits et d'institutions qui sont les lieux où, en principe, on règle ce genre de sujet, oui. Eh bien, comme ces lieux-là ne fonctionnent plus, eh bien, il a pris acte en allant occuper un terrain qui était vacant. Alors, quand on défouraille... C'est légitime, donc, pour vous, Léonidas Kalogéropoulos, ce type d'opération spéciale. Lorsque on est, je pense, collectivement d'accord dans nos pays européens à considérer que l'idéal, c'est qu'il y ait des institutions et un droit international qui gèrent ce genre de situation. Mais l'ONU d'aujourd'hui, c'est la SDN, la Société des Nations, la Société des Nations de première moitié du XXe siècle. Et c'est bien une évidence dans laquelle nous assistons, c'est que lorsque c'est plus efficace, eh bien les empires avancent. Et là, ça tombe, j'allais dire, du bon côté devant un président qui était à l'évidence. Oui, personne ne regrette Nicolas Maduro. Personne ne le regrette, évidemment. Mais ça peut tomber de n'importe quel côté. On le voit notamment. Christian Poyot, puis Dany Lang. Alors la situation est effectivement, on va dire, exceptionnelle, mais est-ce que quelqu'un sur ce plateau pourrait me citer un moment où les organisations internationales ont bloqué une intervention d'un pays quel qu'il soit depuis la création de l'ONU en 1945 ? La réponse est non. La réponse est non. Il y a eu quand même des missions de l'ONU de maintien de la paix, notamment en 2016, dans le processus, notamment en Afrique du Sud. L'ONU a quand même... Est-ce que ça a bloqué les interventions militaires ? Est-ce que ça a bloqué quand l'URSS a envahi l'Afghanistan, quand les États-Unis ont envahi l'Irak, etc. Alors, les forces de l'ONU sont plutôt des forces de maintien de la paix. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut négliger et qu'il faut surtout supprimer les organisations internationales, mais ce qui est le plus frappant en fait dans cette opération, je pense, c'est le style Trump. C'est ça qui est vraiment le plus détonnant. Oui. C'est-à-dire quand on a vu l'interview, la manière dont il parle, qui est toujours aussi désordonnée, brouillonne, etc., est quand même différente de celle de Marco Rubio, qui a un discours beaucoup plus structuré et réfléchi. Voilà. Donc ce qui est le plus et qui a visé directement Cuba lors de la conférence de presse. Directement Cuba. Bon, mais ce qui est le plus, encore une fois, différenciant, c'est la forme de Trump qui est complètement hallucinante. Que ça, c'est clair. Après, malheureusement, les organisations internationales ont toujours été très peu efficientes. On ne peut que le regretter, mais c'est un peu toujours le sujet, quoi. C'est-à-dire que la force sans la justice, ça mène à la dictature, mais la justice sans la force, ça mène à pas grand-chose. Et malheureusement, dans un monde, mais c'est comme ça depuis, 300 000 ans à peu près, où il y a des gentils, il y a des moins gentils, il y a des méchants, il y a des très méchants, si vous voulez. Donc, moi, je ne dis pas que c'est la manière dont c'est fait est absolument remarquable, etc. On peut condamner en partie, même si c'était
c'était une dictature. Il y a un tiers des Vénézuéliens qui ont quitté leur pays. Un tiers des pays. Et le pays est au bord de la ruine, il faut quand même le rappeler en tant que tel. Donc, sur le fond, si on fait de la réelle politique, ça n'a rien d'absurde. Maintenant, sur la forme, y compris uniquement de mettre en face l'aspect économique avec le pétrole et pas du tout de parler de démocratie, ça c'est condamnable. Là, mais encore une fois, dire que les organisations internationales ne fonctionnent plus, malheureusement, elles n'ont jamais fonctionné de manière parfaite. Voilà. Sur l'Iran, sur le nucléaire, il y a des choses sur lesquelles il faut fonctionner. Alors, plusieurs choses. Première chose, Trump n'est cohérent quasiment sur rien, mais il était quand même jusqu'à présent cohérent dans son discours de politique internationale en disant qu'il n'interviendrait pas et qu'il allait rompre avec la doctrine Monroe. Or là, c'est le grand retour de la doctrine Monroe, c'est-à-dire les États-Unis ont pour arrière-pays l'Amérique du Sud et vont s'en mêler. Que lui-même a rebaptisé la politique Monroe pour Donald, évidemment. Oui. Donc, premièrement, il est en rupture avec sa propre politique. Deuxièmement, moi, je suis assez atterré de voir un certain nombre, et notamment le gouvernement français, rompre avec la position française traditionnelle, qui est une position que vous qualifieriez de kantienne, c'est-à-dire la référence absolue au droit international. Et je renvoie notamment au brillant discours de Dominique de Villepin devant l'ONU en 2003, qui est absolument remarquable et qui représente cette tradition et cette politique française de Charles de Gaulle à François Mitterrand. Là, il y a eu deux messages, c'est un peu brouillé le message du gouvernement français en réalité. Il y a celui du président et celui le président a tenu des propos qui ne sont pas à la hauteur de la tradition historique dans notre pays. Alors tout le monde n'a pas forcément suivi tous les tweets. On peut rappeler que donc première réaction d'Emmanuel Macron qui salue le départ. La première réaction est du ministère des Affaires étrangères. Oui, mais la première réaction de l'Élysée est de dire qu'il salue donc le départ de Nicolas Maduro, quand c'est au ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, effectivement, qu'il a revenu de dire qu'il fallait respecter le droit international. Donc on danse un peu, c'est une sorte de en même temps diplomatique, quoi. Oui, mais d'accord. Mais la tradition française, c'est de dire qu'il faut respecter le droit international et de pousser au respect du droit international. Est-ce que le monde n'a pas changé, Danny Lang ? Oui, mais c'est ça la question. Le monde change, mais l'ONU n'est pas non plus la Société des Nations. Là-dessus, j'ai un désaccord. Elle n'est pas beaucoup plus puissante, mais elle a quand même montré par le passé que dans certaines situations diplomatiques, notamment en Colombie, notamment en Afrique du Sud, elle pouvait avoir un poids et un rôle à jouer, ce que n'a jamais fait la Société des Nations, que De Gaulle appelait à juste titre le machin. Bon, maintenant, pour revenir à cette situation colombienne... Non, le machin, c'était l'ONU. L'ONU, c'était pas l'ONU, le machin. Oui. Personne... d'accord. Oui. Personne ne va pleurer sur Maduro. Mais alors personne, quelle que soit l'orientation politique, on ne peut pas, quand vous avez 8 millions de personnes, 7 à 8 millions qui sont partis en exil, quand vous voyez les dérives autocratiques du bonhomme, on ne peut pas regretter. L'inflation à plusieurs dizaines de milliers de chiffres, la dollarisation récurrente, la gestion absolument catastrophique, le non-respect des procédures démocratiques, personne ne va pleurer. L'élection de 2024. Est-ce que pour autant les sanctions ont amélioré la situation ? Je ne le pense pas. Je pense qu'elles ont aggravé la situation. On a aujourd'hui un pays où il y a 95% de gens qui sont dans une situation de pauvreté. On est quand même dans une situation, dans une émission qui est avant tout une émission d'économie. Donc, il y avait vraiment autre chose à faire au Venezuela. Mais qu'il y a une manne pétrolière qui a les plus grandes réserves de pétrole au monde. D'ailleurs, le soi-disant vainqueur des élections, qui n'était pas vainqueur, demandait la mise en place de manière multilatérale d'élections libres qui soient sous contrôle de la communauté internationale. C'était dans le ressort de l'ONU. Et ça fait toujours partie du ressort de l'ONU, parce que là, on est en train d'entrer sur une pente où demain, il va envahir le Groenland, où il va envahir la Colombie, où il va envahir des... Je suis d'accord avec vous, si vous permettez d'avoir un débat. Laissez-moi juste finir. Où il va envahir des pays qui, eux, n'ont pas des dirigeants problématiques. Alors, la suite. C'est effectivement là où ce qui s'est passé pose un problème, c'est qu'il a une légitimité, il y a une légitimité qui tient à la particularité du régime vénézuélien, qui est un désastre, et donc mettre fin à un désastre en soi, c'est pas choquant, mais ce n'est pas la limite
limite à laquelle s'arrêtera Donald Trump. On parle maintenant du Groenland, de la Colombie, de Cuba, et puis qui s'est lâché sur Taïwan pour la Chine, par exemple. Il faut peut-être arrêter les délires là. Donc effectivement, on laisse terminer Léonidas, puis Christian. Et c'est sans limite également sur le numérique. Je me permets juste ces petits détails parce que nous avons les outils numériques qui ont pénétré la totalité de nos économies, de nos institutions, que l'on a laissé nous envahir avec une naïveté totale. Et on est en train de voir la manière, on l'avait déjà vu avec Alstom et avec l'emprisonnement de comment il s'appelle, Patrick, du cadre d'Alstom, effectivement, Monsieur Pierucci, et ça peut revenir à n'importe quel moment. C'est-à-dire qu'il n'y a effectivement aucune limite à cet impérialisme envahissant et j'allais dire, parfois la pièce tombe du bon côté, le lendemain ça peut ne pas l'être. Là en revanche, je ne suis pas d'accord avec vous du tout, c'est que prétendre simplement qu'il faudrait se tourner vers le droit et vers les institutions parce que c'est notre modèle et c'est un modèle idéal, en se disant finalement c'est là que les choses devraient se régler, alors que très objectivement la situation au Venezuela dure depuis 25 ans. Qu'a fait l'ONU pour que quelque chose soit corrigé? Qu'a fait l'ONU malheureusement pour qu'une situation qui était toxique autour de l'Ukraine soit résolue dans le cadre qui était le nôtre? Vouloir que nos institutions idéales, celles qui, pour reprendre votre expression, sont l'héritage de l'idéal kantien, de la paix universelle et de ce qu'ont été nos idéaux. La primauté du droit sur la force. Et d'Aristide Briand, enfin quelque chose qui a été une construction lente et progressive sur des siècles. On ne peut pas simplement dire c'est là que l'on devrait trouver de l'utilité pour résoudre les conflits, lorsque pendant des décennies, ces institutions ont été inutiles. Et là où je trouve qu'il y a une certaine facilité, voire une certaine paresse, pardonnez-moi, à se tourner vers cette incantation, c'est que si nous voulons que nos institutions et notre droit soient efficaces, il faut quand même s'emparer de chaque sujet qui va mal sur la planète et s'en occuper. C'est malheureusement pas le cas, et donc on ne peut pas non plus quelque part se contenter de regretter que ce qui n'a pas marché pendant des décennies soit pas l'arme sur laquelle on s'appuie. Non, mais il peut y avoir un modèle à défendre aussi. On cite pas mal De Gaulle. Je crois que c'est De Gaulle qui a dit les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Que des intérêts, voilà, absolument. Donc la tradition de la France, je vous rappelle qu'en 1956, on a cherché à envahir le canal de Suez avec les Anglais. Absolument. Et à ce moment-là, la résolution de l'ONU, on s'asseyait dessus. Il ne faut pas dire de bêtises. En Afrique, on a très souvent maintenu des régimes aussi parce que c'était notre intérêt. Donc, encore une fois, ce n'est pas pour justifier ce qui se passe, mais les pays défendent leurs intérêts d'une manière générale. C'est ça qu'il faut bien voir. Donc sur l'intervention de Trump à Caracas, elle a un côté tout à fait logique parce qu'effectivement l'Amérique du Sud a toujours été dans le précaré des États-Unis. Il l'avait fait au Chili dans des conditions ils sont évidemment condamnables. Mais voilà, donc il faudrait qu'on revienne un petit peu à se rappeler l'histoire. Tout le monde saute sur sa chaise, mais depuis la nuit des temps, ça a toujours été comme ça. Donc c'est quand même un point important. Après, donc rien de neuf sous le soleil, c'est ce que vous nous dites. Oui, globalement, oui. De manière un peu plus spectaculaire. Par contre, c'est à la Trump, c'est-à-dire c'est effectivement le shérif avec ses 2 holsters et puis qui en rajoute, etc. Alors après, il a quand même mis un minimum de forme, ce qui a été dit officiellement, enfin pas officiellement d'ailleurs, quand il est arrivé sur le territoire américain, il est encadré par 2 officiers de la DEA, c'est qu'il y avait un mandat d'arrêt qui avait été émis par la justice américaine, donc c'est une opération de police qui lui a permis de dire je ne vais pas solliciter le Congrès, ce qui soulève d'ailleurs quand même quelques événements au Congrès en ce moment, enfin réaction. L'émotion des démocrates notamment, oui. Donc quant à dire que demain ils vont envoyer des canonnières pour envahir le Groenland, personnellement, excusez-moi, j'y crois pas un instant, je veux dire, parce que là pour le coup il sortirait complètement. Après, est-ce qu'il fait des menaces pour, essayer d'influencer, etc. Oui, c'est évident. D'ailleurs, sur le Venezuela, l'opération est du point de vue strictement militaire, est une grande réussite. Ça, on ne peut que saluer. Tout le monde le reconnaît. Absolument. La force de l'armée américaine. Maintenant, il y a des enjeux économiques aussi. On va y revenir. Maintenant, la situation n'est pas du tout réglée, parce que l'armée vénézuélienne tient toujours le terrain. Oui. Et envoyer des Delta Force et débarquer au Venezuela, ça n'a rien à voir. Donc on va voir ce qui va se passer Là, ils vont faire un blocus, etc. Bon. Après,
qu'est-ce qui se passe? Il faudrait qu'on parle de l'Iran. Et parce qu'on va parler de l'économie. Oui, bien sûr, il y a un intérêt géostratégique très important sur le pétrole pour contrôler les prix du pétrole et contrer également la Chine qui essayait de rentrer de manière très importante sur le jeu. Si on parle juste de l'Iran, c'est un peu la même chose. Alors maintenant, si l'Iran basculait et revenait dans une vraie démocratie, ce que tout le monde peut souhaiter bien évidemment, là, ça serait un game changer très important au point de vue international, parce que l'Iran est un vecteur de déploiement du fanatisme religieux, islamiste, etc. Mais c'est aussi un pays pétrolier très important. Majeur. Donc on voit bien derrière tout ça, il y a des intérêts politiques, économiques, géostratégiques importants. Encore une fois, je trouve que ce qui est le plus surprenant, pour rester dans un terme soft, c'est la manière dont Trump fait ça et même la justification qu'il n'ait même pas parlé du rétablissement de la démécratie au Venezuela est une erreur. Ça n'est plus son sujet. C'est peut-être ça la différence majeure, c'est que l'invasion de l'Irak en 2003, de mémoire, comme ça, était justifiée par un idéal démocratique. Ça a longtemps été le narratif américain. Sur le fond, rien de nouveau. Sur la forme, là, pour le coup... Là, c'est le pétrole, Dany Languin, qui est clairement le pétrole et ça va à l'encontre de la ligne officielle de Trump, alors que c'était la ligne de Bush, l'interventionnisme international. Ça a été la ligne de tous les pays, les présidents américains jusqu'à Obama. La justification de l'interventionnisme américain. Avec cette ligne, dans une certaine mesure, c'est le cas du président Biden aussi. Il dit qu'il veut la paix, Donald Trump, quand même. Il n'arrête pas de répéter qu'il veut la paix, il veut surtout le pétrole. En faisant cela, il ouvre d'ailleurs la voie, parce qu'on pouvait condamner la Russie pour l'intervention en Ukraine qui était contraire au droit international, les volontés impérialistes de la Chine, notamment sur Taïwan. Maintenant, en faisant ça, moi je suis d'accord, les institutions internationales pourraient être plus efficaces, mais c'est aussi parce qu'on ne leur délègue pas suffisamment le poids qu'elles devraient avoir et qu'on ne leur donne pas la force qu'elles devraient avoir. Mais là, en l'occurrence, ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner, c'est peut-être idéaliste, non, je ne suis pas pour l'abandon. Dire qu'il faut abandonner l'international qui doit être kantienne, mais aussi habermasienne, au sens où ce qu'il faudrait en Colombie maintenant, c'est la délibération collective et des élections libres. Moi, je ne suis pas non plus d'accord pour mettre dans le même paquet Chavez et Maduro. Je ne suis pas un grand fan de Chavez non plus, mais ce n'était pas la même chose. Maduro, c'est une catastrophe absolue, alors qu'avec Chavez, c'est pas le même charisme. En matière de démocratie, il y avait des choses qui n'allaient pas. En matière d'économie, il y a des choses intéressantes. Il y avait de la graduation dans le désastre. Non, simplement, juste pour vous dire que ce qui est en tous les cas une nécessité, me semble-t-il, pour nous, Européens, c'est de prendre acte du fait que les institutions sur lesquelles on comptait comme étant celles dans lesquelles les choses se règlent sont tellement affaiblies, ou en tous les cas, peut-être qu'on ne s'en rendait pas compte, mais là, il faut vraiment prendre acte du fait que depuis 20 ans, la dégringolade a été massive. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui en Europe? Est-ce qu'on a ouvert les yeux? Alors, je vais vous dire, il y a une chose qui, moi, me préoccupe dans notre faiblesse en termes de lucidité, c'est vis-à-vis du numérique, parce que ça n'a bien entendu pas la même échelle, mais lorsque l'on dit à un Thierry Breton, on n'aime pas la règle que vous avez instaurée sur notre numérique, donc désormais vous êtes persona non grata et vous avez Breton qui est interdit de sol aux États-Unis depuis. C'est pas ses propos, c'est pas son comportement, c'est parce qu'il a imposé une règle. Il a imposé une règle dans un cadre démocratique, dans nos institutions, et finalement ils disent votre loi, c'est pas ma loi. Eh bien, nous rompons toute relation avec vous à titre individuel. Mais demain matin, j'allais dire, un Thierry Breton serait à la tête des institutions européennes, je ne sais pas quelle serait la sanction avec des droits de douane, avec je ne sais quelle sanction sur un produit français, ou européen. Et donc notre vulnérabilité a atteint un degré, je pense qu'il faut qu'on s'en rende compte. Et la seule manière aujourd'hui de faire reculer la menace, c'est de remplacer tous les outils numériques que nous avons, qui sont à 90% contrôlés par des acteurs américains, par des alternatives qui existent. Ça demande une politique industrielle européenne, ce qui n'est pas possible dans l'état actuel, la politique de la concurrence. Malheureusement, parce que je suis d'accord avec vous là-dessus. Mais Christian Poyot, juste sur un point. Leonidas, pardon. Je dis simplement que l'incantation ne suffit pas et qu'il faut qu'on muscle ce sur quoi on croit. Sur le numérique. Juste pour l'anecdote, la souveraineté numérique européenne est-elle encore possible? Demain, donc je vais pouvoir aller mesurer il y a de moins en moins de Français. Il y a de moins en moins de Français. Il y en a encore quand même. De Las Vegas. Le MEDEF est présent, etc.
Non, alors sur le fond, India, ça a raison. C'est vrai qu'on est sous une emprise, et le mot, je pense, est le bon. Est-ce qu'on est une colonie numérique américaine ? Oui, certainement. Oui, ça, de ce point de vue-là, il faut dire la chose. Alors, le colonie, mais le mot est peut-être quand même un petit peu fort, mais en tout cas, la domination des outils, des grandes solutions américaines est indiscutable, bien évidemment. Bon, est-ce qu'il y a des solutions ? Oui, il y a en partie des solutions, mais pas surtout non plus. Dire que demain, on va changer le système, il y a des grands patrons du CAC 40 que je ne citerai pas qui disent en tête à tête, oui, moi j'aimerais bien prendre un produit européen et français. Simplement, mon entreprise, elle fait 70% du chiffre d'affaires au niveau mondial. Donc mes concurrents, ils sont américains, donc j'ai besoin déjà, il faut que j'intervienne sur le marché américain. C'est aussi le marché chinois, et puis il faut que je prenne les meilleures solutions du marché. Et aujourd'hui, force est de constater, malheureusement, que les solutions européennes, et il n'y a pas une solution, il y a une multitude de solutions, parce qu'on est un continent qui a 2000 ans d'histoire, avec 27 pays qui ne parlent pas la même langue, etc. Donc les solutions n'existent pas. Donc dire qu'aujourd'hui, les entreprises vont changer leur système informatique, c'est se faire plaisir. Je veux dire, il ne faut pas se raconter de bêtises. C'est de l'incantation. Pardonnez-moi, Christian, juste vous donner un exemple. L'Assemblée nationale utilisait un outil qui est WiiWi, qui est une suite collaborative, ils viennent de choisir Microsoft. Quand on voit la manière dont on peut aussi facilement ouvrir la porte à j'allais dire, une incursion numérique dont on ne prend pas la mesure de ce qu'elle représente en termes de vulnérabilité. Et en l'occurrence, pour l'Assemblée nationale, il n'y a pas un enjeu d'adaptation. Ça, je suis d'accord. Moi, j'ai été président de la commission numérique du MEDEF pendant 8 ans. Voilà. Et c'était au moment où le Health Data Hub, qui est une très bonne initiative lancée par Emmanuel Macron, a choisi comme solution Microsoft. D'accord ? Et je me suis exprimé, le MEDEF s'est exprimé sur le sujet. Alors, on n'a peut-être pas dit condamner, mais enfin, ça revenait à ça, en condamnant ce choix. Donc, je suis tout à fait d'accord sur le fond avec ça. Maintenant, on parle des entreprises, d'accord ? Toute la sphère publique, oui, effectivement, on doit faire très attention à ça. Ceci dit, d'ailleurs, même les entreprises privées, aujourd'hui, font très attention en se disant je ne vais pas mettre peut-être tous mes œufs dans le même panier parce que en même temps, c'est des concurrents et puis en même temps, ils peuvent prendre l'information. Les entreprises privées, elles n'attendent pas le sujet, elles font attention à ça. Mais est-ce qu'on peut dire que demain, on peut, rayer de la carte les big américains ? Non. Le sujet, il est la data. L'avenir, c'est pas la collaboration comme dans le cloud souverain. Mais oui, c'est des entreprises américaines toujours jumelées avec des entreprises européennes. Qu'est-ce qu'on détient ? On détient la data, par contre, d'accord ? Là, on est beaucoup plus fort que les Américains sur la data, parce qu'on est structuré de manière plus importante, et en France, notamment sur les données de santé. Donc, agissons de manière plus forte sur ce sujet-là, et que les constructeurs automobiles européens agissent de manière commune sur leur data de transport, etc. Là, on pourra faire des choses. Donc, il ne s'agit pas de rentrer dans une confrontation, parce que là, on n'aura pas grand-chose à en gagner, mais soyons conscients de nos forces. Soyons dans une logique positive, évidemment, et faisons un bras de fer. Mais faire un bras de fer, ça revient à refaire de la réelle politique, et pas à dire on va attendre d'instances internationales qu'elles vont réguler les choses, etc. Mais on est totalement d'accord. Et effectivement, parce que ce que vous dites, on n'est pas en désaccord, Christian. Vous dites simplement qu'on ne peut pas le faire demain matin, certes. Mais si on ne fait rien demain matin, même dans un an, on n'aura rien fait. Donc il faut véritablement entamer à marche forcée ce rebasculement vers une souveraineté numérique qui est indispensable parce qu'on n'atteindra pas notre souveraineté industrielle. Vous avez vu la manière dont la prédation industrielle peut se jouer en allant capter avec les mails n'importe quoi pour menacer n'importe qui. Cet instrument-là, cette extraterritorialité du droit américain en allant accaparer les données grâce aux outils numériques, c'est un instrument de vulnérabilité auquel on est exposé. Si les discours que l'on a entendus de la part de la puissance publique, de la part de grandes entreprises, mais c'est des alliés, les Américains, il n'y a pas de danger. On est en train de voir, et c'est de ce point de vue-là, je crois, très important qu'on se rende compte de ce qui s'est passé pour nous hier au Venezuela et avec les menaces sur le Groenland, c'est que nous sommes vulnérables et que l'on a une porte d'entrée. Aucune instance internationale ne nous protégera. Qu'est-ce que ça veut dire pour ça ? Ça veut dire qu'il faut faire quoi ? Il faut se réarmer, il faut travailler plus. C'est un des programmes européens, etc. Il faut se réarmer surtout, vous avez raison. En Europe, on a fait quoi ? On a travaillé d'abord sur la concurrence pour le bien des consommateurs. On a 50 opérateurs télécoms en Europe, ce qui est une stupidité. Simplement, on refuse de le faire parce qu'on dit ça va limiter
limiter la concurrence et ça peut être bon. Donc soyons réalistes, on veut le beurre et l'argent du beurre. Non, mais il faut choisir notre beurre. Ça bouge, les lignes bougent un peu. Est-ce qu'on est vassal des États-Unis? On l'est depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, il ne faut pas se raconter de bêtises. Eh bien, il faut que ça change. Et bien voilà. Dany Lang. Alors, je suis d'accord avec vous sur la souveraineté numérique, mais attention à ne pas confondre les niveaux. C'est pas de l'ONU qu'on attend ce genre de l'ONU ou de la non-intervention internationale ou de la condamnation de l'intervention des États-Unis ou de la Russie dans tel ou tel pays. Ça, c'est le rôle des instances internationales. Et évidemment, il faut se baser sur ces instances internationales. Et moi, je vous renvoie au très beau discours de Dominique de Villepin en 2003 devant l'Assemblée de l'ONU, qui est toujours d'actualité selon moi. Après, l'autre sujet... On n'a pas changé de monde depuis 2003. Vraiment. La position française, malheureusement, a évolué, même s'il y a un certain nombre de responsables politiques qui sont sur cette position. Par contre, sur la question du réarmement, et notamment du réarmement numérique, ça relève du changement de priorité de la politique industrielle. Ça n'est pas une question d'ONU ou de multilatéralisme, c'est une question bien sûr, c'est une question de souveraineté industrielle européenne. Et tant que le droit de la concurrence, on comprend, vu comment s'est construit l'Union européenne, 1957, le traité de Rome, 86, etc. Je ne reviens pas sur les traités. On comprend que la concurrence ait pu être une priorité. Maintenant, il faut apprendre à mettre la vraie politique industrielle devant la politique de la concurrence pour effectivement arrêter d'être naïfs. Les États-Unis, Thiel l'a très bien résumé, « Competition is for losers ». La concurrence, c'est pour les perdants. Or, si on veut continuer à jouer sur la concurrence, on ne pourra pas se réarmer, notamment en matière de numérique. Mais c'est vrai que il faudra le faire accepter auprès des consommateurs aussi, qui sont quand même contents de payer 10 € leur forfait téléphonique. C'est un changement de politique économique clair. Mais elle est absolument indispensable. Et moi, j'ai toujours été pour ça. Véritablement... Supprimons les impôts de production, soyons au niveau On va en parler dans la deuxième partie de l'émission, justement. Faisons que les entreprises se développent des compétitions sur leurs concurrents internationaux. On va pas uniquement arriver à atteindre ces objectifs en étant bloqué sur le budget, bloqué sur les retraites. On se rejoint après une priorité industrielle. Après une courte page de publicité dans une minute. On va parler des prévisions justement des chefs d'entreprise pour 2026. Vous verrez qu'on est un peu dans la continuité des débats. À tout de suite.